et non le moindre, l'ouvrier. Le père de la reine Élisabeth II, Georges VI, était totalement impréparé pour la couronne. Et l'une de ses entrées de journal révèle la vérité glaçante. Le roi Georges VI était le remplaçant, pas l'héritier. Quand un scandale a ébranlé la monarchie, il a été propulsé dans un rôle que personne ne pensait qu'il pourrait assumer. Ce qui a suivi a redéfini la nation et l'homme qui la dirigeait. Le futur roi est né pendant le règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, et a été baptisé Albert en l'honneur du défunt prince consort. Au moment de sa naissance, Albert était un lointain quatrième dans la ligne de succession au trône, ce qui était probablement pour le mieux. Il tombait souvent malade. Il était facilement effrayé et quelque peu enclin aux larmes. Il luttait contre des problèmes d'estomac et des genoux cagneux dans sa jeunesse, et un bégaiement prononcé l'a hanté pendant une grande partie de sa vie. En 1910, tant la reine Victoria que le grand-père d'Albert, le roi Édouard VII, étaient morts. Cela a fait passer Albert à la deuxième place dans la ligne de succession au trône. Cependant, avec un frère aîné en bonne santé, Albert n'était toujours pas attendu pour endosser la couronne. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ses études au Royal Naval College. Bien qu'Albert ait commencé à s'entraîner sur des navires et ait gravi les échelons jusqu'au grade de midshipman, il n'a jamais pris à la mer. Il souffrait du mal de mer. Il a brièvement vu le combat pendant la Première Guerre mondiale. D'abord, il a été évacué médicalement à Aberdeen seulement 3 semaines après le déclenchement du conflit, en raison d'une crise d'appendicite. Bien qu'il soit retourné à son navire en 1916, un ulcère l'a retiré du conflit à nouveau, et cette fois, il n'est jamais revenu. La mer ne convenait jamais à Albert. Cependant, la création de la Royal Air Force lui a donné une autre opportunité de se distinguer. Il est devenu le premier membre de la famille royale à se qualifier en tant que pilote, et il a pris le commandement d'un escadron. Peu après, Albert a volé vers la France, où il a servi dans l'armée de l'air indépendante de la RAF pendant les dernières semaines du conflit. Bien que personne ne s'attende à ce qu'il devienne roi, il était toujours un membre de la famille royale et avait encore des obligations royales. En 1920, quelques mois avant son 25e anniversaire, son père lui a conféré 3 nouveaux titres. En tant que tel, Albert a commencé à représenter son père, particulièrement dans les zones de travail industriel comme les mines de charbon. Il est devenu connu comme le prince industriel. Malheureusement, il restait très visiblement mal à l'aise en public. Son bégouiement persistait, tout comme sa gêne à ce sujet, ce qui n'a probablement pas aidé quand il s'agissait d'un autre devoir royal plus romantique. Le roi et la reine ont donné à Albert une bonne dose de liberté dans le choix de sa future épouse. Cependant, il y avait des limitations, même pour le remplaçant. En 1918, Albert a rencontré Sheila Chisholm, une mondaine australienne mariée par l'intermédiaire de son frère. Edward entretenait une liaison avec la meilleure amie de Chisholm, Freda Dudley Ward. Albert était très attaché à Sheila Chisholm. Ses parents ne l'étaient mandités pas. Le couple a continué à se voir pendant 2 ans avant que le roi n'intervienne. Il a offert à son fils le duché de York en échange de la fin de sa relation avec Chisholm, ce qu'Albert a accepté. Bertie avait définitivement plus de leniency que n'importe quel prince avant lui, mais une mondaine australienne semblait simplement trop inconvenante pour un membre de la famille royale. Cette même année, Albert a croisé Lady Elizabeth Bowes-Lyon pour la première fois depuis l'enfance. Il était épris, mais Elizabeth était moins sûre. Traditionnellement, les princes du rang d'Albert épousèrent des princesses, mais dans une tentative de modernisme, le roi et la reine étaient ben prêts à permettre à Albert d'épouser une paire bien établie. Cependant, cela ne signifiait pas qu'Élisabeth était prête à entrer sous les projecteurs. Albert a proposé en 1921 et elle l'a refusé, craignant les pièges d'être une monarque.
Malgré sa réticence, Élisabeth a été accueillie dans la famille royale, agissant même comme demoiselle d'honneur au mariage de la sœur d'Albert, la princesse Mary, en 1922. Quand Albert a proposé à nouveau un mois plus tard, elle a refusé. Mais Albert était déterminé. La troisième fois qu'il a proposé, Élisabeth a accepté, et ils se sont mariés à l'abbaye de Westminster le 26 avril 1923. Le couple a eu 2 enfants, Margaret et Élisabeth. Albert a continué avec ses devoirs royaux attendus, Élisabeth le rejoignant souvent lors de tournées royales. Cependant, les discours publics continuaient d'être difficiles pour lui. Il bégayait encore, rendant les discours douloureux pour lui-même et son public. Après un discours particulièrement éprouvant à l'exposition de l'Empire britannique en octobre 1925, Albert a fait face au fait que quelque chose devait être fait. Il avait besoin d'aide pour son trouble de la parole s'il allait continuer dans ses devoirs royaux. Il a engagé un orthophoniste, Lionel Logg, né en Australie. Logg a prescrit des exercices vocaux et respiratoires réguliers pour aider Albert à se détendre et à se sentir plus confiant dans sa parole. Albert a engagé Logg en 1926, et lors de sa tournée en Australie en 1927, tout avait changé. Albert a parlé avec confiance lors de l'ouverture de la nouvelle maison du Parlement à Canberra. Logg est resté présent dans la vie d'Albert, le soutenant avant les discours majeurs jusqu'à la fin des années 1940. Albert était le 2e fils, ce qui signifiait que son frère Edward était le premier dans la ligne pour prendre le trône après la mort de leur père. Tout le monde le voyait comme hautement probable qu'Edward se marie et ait des enfants, poussant Albert hors de la succession. En contraste avec Albert, Edward semblait être le futur monarque parfait. Il était charmant et charismatique. Il pouvait contrôler une pièce, mais il avait une tendance à s'amuser trop. Et leur père, le roi George V, avait ses doutes sur l'aptitude d'Edward à la couronne. Il a dit « Après ma mort, le garçon se ruinera en 12 mois. » En réalité, cela n'a pris à Edward que 11 mois. George V est mort le 20 janvier 1936 et Edward lui a immédiatement succédé en tant que roi d'Angleterre, avec un couronnement prévu pour mai de l'année suivante. Edward s'est rapidement fait un spectacle de lui-même. Il était négligent dans ses devoirs, faisait des commentaires sans réfléchir et plaçait sa vanité au-dessus de la tradition. Le 11 décembre, il avait abdiqué, jetant la monarchie britannique dans le chaos et le scandale, tout au nom d'une femme. Wallis Simpson était mariée à Ernest Simpson, son 2e mari, quand elle et Edward se sont rencontrés. Au moment où Edward a pris le trône, elle était maintenant 2 fois divorcée. L'opinion publique et privée de tous les impliqués était que le peuple britannique ne tolérerait pas une femme aux mœurs aussi douteuses comme leur reine. Essentiellement, étant dit de choisir la couronne ou la femme qu'il aimait, Edward a choisi Simpson et a changé le cours de la vie de son frère pour toujours. Ce geste était sans précédent. À ce jour, Edward VIII est toujours le seul monarque britannique à avoir abdiqué le trône. N'ayant pas d'enfant, cela a laissé le trône à son frère cadet, Albert. Albert n'avait jamais attendu ni voulu le trône. Malgré avoir été appelé Bertie pendant toute sa vie, le nom complet d'Albert était Albert Frederick Arthur George. Quand est venu le moment de choisir son nom royal, il a choisi de devenir le roi George VI. C'était un mouvement politique intelligent. Le nom a été sélectionné pour souligner sa connexion à son père et restaurer l'image de la monarchie comme une ligne continue et infaillible, plutôt que le scandale dans lequel Edward l'avait plongé. 5 mois plus tard, Albert s'est assis dans le fauteuil à l'abbaye de Westminster et est officiellement devenu le roi George VI de Grande-Bretagne ainsi que l'empereur de l'Inde. Au moment où il a pris le trône, le rôle du monarque britannique était largement performatif. Il pouvait offrir des conseils aux politiciens et était un visage public pour la nation,
Mais ils n'avaient pas de réel pouvoir. Cela signifiait que tandis que les tensions grandissaient en Europe, Albert pouvait faire peu à ce sujet. Bien que l'histoire ait fait paraître particulièrement mauvaise la décision de Neville Chamberlain d'apaiser Hitler avec l'accord de Munich en 1938, Albert a publiquement soutenu le Premier ministre, l'invitant à apparaître avec la famille sur le balcon de Buckingham Palace. À l'été 1939, Albert et sa femme sont partis pour une tournée au Canada et aux États-Unis. La motivation principale de cette tournée était politique. L'Amérique n'était jamais obligée de rejoindre la Grande-Bretagne au combat. Et de nouveaux changements signifiaient que le Canada était libre de décider de son soutien également. Le but était d'encourager le soutien public au cas où la Grande-Bretagne serait entraînée dans un conflit une fois de plus. Albert n'était roi que depuis un peu moins de 3 ans, quand l'Allemagne a envahi la Pologne et que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Bien que le Parlement soit finalement responsable de naviguer le conflit, à bien des égards, la monarchie est devenue le visage public de l'esprit et de la détermination britannique face à l'adversité. Quand le Blitz a commencé en 1940 et que les Allemands ont commencé à faire pleuvoir des bombes sur Londres, Albert et Élisabeth auraient dû partir pour un endroit plus sûr. Mais ils ne l'ont pas fait. Bien qu'ils passent typiquement leurs nuits au château de Windsor, ils sont restés à Buckingham Palace tout au long du conflit. Le 13 septembre, près d'une semaine après le début du Blitz, 2 explosifs allemands ont atterri dans la cour du palais, blessant presque le couple royal, qui était en résidence. Le conflit a donné à Albert et à sa famille un élément de relatabilité qui n'existait pas auparavant. Ils ont affronté les dangers du Blitz. Ils ont rationné la nourriture au sein du palais. Et en août 1942, ils ont rejoint la nation dans le deuil d'une perte personnelle. Le frère d'Albert, le duc de Kent, a été tué pendant le service actif. La Seconde Guerre mondiale a égalisé la famille royale d'une manière qu'aucun autre événement n'avait fait. Et cela a augmenté la bonne volonté du peuple envers Albert et sa famille, même face à un changement politique imminent. Winston Churchill a remplacé Neville Chamberlain en tant que Premier ministre en 1940. Albert et le nouveau PM se sont initialement mal entendus, car Churchill a nommé Lord Beaverbrook au cabinet, une décision qu'Albert n'approuvait pas. Cependant, leurs réunions fréquentes et la pression du conflit les ont rapidement liés. Ensemble, ils n'ont pas seulement changé l'histoire, mais l'ont définie. Chaque mardi, ils se rencontraient pour déjeuner et discutaient ouvertement du conflit. C'était probablement l'un des rares endroits où chacun sentait qu'il pouvait parler franchement avec un égal. Pendant cela, ils ont développé ce qui est typiquement considéré comme la relation la plus proche dans l'histoire moderne, entre un monarque et un premier ministre, une qui a persisté même après la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'Albert n'ait peut-être pas détenu le pouvoir de prendre des décisions de la même manière que Churchill, le peuple de Grande-Bretagne valorisait encore son rôle pendant le conflit. En 1945, tandis que la nation célébrait le jour de la victoire, les foules scandaient « Nous voulons le roi ». Une demande qu'Albert leur a accordée, invitant Churchill à apparaître sur le balcon également. À la maison, le peuple aimait Albert. Dans le monde extérieur, son image était quelque peu différente. L'Angleterre avait passé une grande partie du 19e siècle à construire son empire. Ils ont procédé à passer une grande partie du 20e siècle à le démanteler. Et le règne d'Albert a vu certains des plus grands changements. England 1584. Les premiers pas avaient déjà été faits pendant le règne de son père, avec le statut de Westminster en 1931, qui a transformé les dominions de la Grande-Bretagne en États souverains séparés. Le reste s'effondrerait après la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 40, il deviendrait un Commonwealth, avec de nombreux États souverains connectés à la monarchie par la formalité seule. L'Inde luttait pour l'indépendance depuis un certain temps. Il luttait également avec des luttes religieuses internes. La séparation de l'Inde et du Pakistan en août 1947
était une première étape pour gérer ces deux problèmes. L'empire de la Grande-Bretagne était bien et véritablement coulé au moment où le règne d'Albert s'est terminé. Albert avait lutté contre de nombreuses complications de santé tôt dans la vie. À mesure qu'il vieillissait, ses problèmes n'ont fait que s'aggraver. Mars 1949 a marqué le début de son déclin. Il a reporté une tournée prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en raison d'un blocage dans sa jambe droite et n'a jamais pleinement repris ses devoirs royaux à nouveau. Au lieu de cela, sa fille Élisabeth et son mari Philippe, duc d'Édimbourg, sont allés en tournée à sa place. Élisabeth et Philippe ont commencé à prendre en charge plus de devoirs d'Albert à partir de ce moment. En mai 1951, Albert a ouvert le Festival of Britain. Cependant, le 4 juin, les choses avaient pris un tournant dramatique. La famille royale a annoncé qu'Albert aurait besoin d'un repos complet à partir d'immédiatement, perturbant l'arrivée du roi de Norvège cet après-midi-là. 3 mois plus tard, après la découverte d'une tumeur, la moitié du poumon gauche d'Albert a été enlevée. Bien qu'il ait donné son discours de Noël cette année-là, il a été enregistré en section et assemblé. Il a fait sa dernière apparition publique le 31 janvier 1952. Il est allé à l'aéroport de Londres pour voir Élisabeth et Philippe partir pour leur tournée australienne. Ceux qui étaient les plus proches de lui avaient conseillé de ne pas y aller, mais il a fait comme il le souhaitait. Une bonne chose pour Élisabeth, car c'était la dernière fois qu'elle voyait son père vivant. Le roi George VI, connu sous le nom de Bertie par sa famille, est décédé dans la nuit entre le 5 et le 6 février. Comme c'était la coutume pour un monarque décédé, son corps a reposé en état à Westminster Hall du 11 février jusqu'au 15. Ses funérailles ont eu lieu à la chapelle Saint-George, au château de Windsor. En 1936, quand son frère a abdiqué le trône, George VI a écrit dans son journal sur sa réticence à abandonner sa vie pour prendre la couronne. Il a écrit qu'il s'est effondré et a sangloté comme un enfant quand il a dit à sa mère la nouvelle de l'abdication de son frère. Cependant, cette réticence s'est rapidement transformée en un sens du devoir patriotique qui a changé le monde. Selon les propres mots d'Albert, il a hérité d'un trône chancelant qu'il a essayé de stabiliser à nouveau. Les actions de son frère auraient pu couler la monarchie à un moment où l'approbation était déjà faible. Au lieu de cela, l'acceptation calme d'Albert du leadership, combinée à la menace existentielle de la guerre, a usher la monarchie dans un monde moderne. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur like et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits incroyables sur tout.